Quand le PDG a dit « Mon fils a besoin de ton bureau », j'ai répondu « Absolument ». Et j'ai commencé à travailler depuis chez moi. Définitivement. 2 semaines plus tard, il a compris que son entreprise me devait 3,8 millions de dollars. Je réchauffais un reste de pizza dans le micro-ondes de la salle de pause quand j'ai entendu les rires. Vous savez, ce genre de rire faux, théâtral, typique des riches, qui vous donnent la chair de poule. Je me suis penché juste assez pour voir à travers les parois vitrées de la suite exécutive. Et ils étaient là. Nicolas Say, dans toute sa splendeur arrogante, tournait dans mon fauteuil, les pieds sur mon bureau, pendant que son père, Daniel Hay, notre PDG, lui, tapait dans le dos comme s'il venait de guérir le cancer. Ce coin a une meilleure lumière, a dit Nicolas en désignant mon bureau. Comme s'il s'agissait d'une location de vacances qu'il consultait en ligne. Je le prends. Son père a simplement gloussé, bien sûr, pourquoi pas. Il ne verra pas d'inconvénient. Je suis Jonathan Phillips, au fait, 45 ans, et j'avais passé les 12 dernières années chez Techflow Systems à transformer ce qui était un cauchemar de conformité en quelque chose qui fonctionnait réellement. Techflow est une société de logiciels de 850 personnes, spécialisée dans les solutions d'entreprise. Assez grande pour avoir de sérieux maux de tête. Réglementaire. Assez petite pour que tout le monde connaisse les affaires des autres. Ce bureau d'angle n'avait pas seulement une belle vue. C'était le centre nerveux de chaque relation avec les fournisseurs et de chaque processus réglementaire que nous avions. Mais ils ne le savaient pas. Pour eux, je n'étais que le type discret qui gérait l'infrastructure ennuyeuse. L'ancien spécialiste informatique de la marine qui baissait la tête et faisait le travail sans faire d'histoire. Je ne suis pas entré en trombe et je n'ai pas fait de scène. Je suis juste resté là, à regarder Nicolas feuilleter un rapport trimestriel que j'avais écrit comme si c'était une bande dessinée, et j'ai jeté tranquillement ma fourchette en plastique à la poubelle. Daniel a croisé mon regard alors que je passais devant lui. Il n'a pas fait signe, n'a pas hoché la tête, il s'est juste détourné et a commencé à parler d'un séjour au ski à Aspen. Le lendemain matin, il y avait un post-it vert fluo sur mon écran. Vous êtes passé en horaire hybride avec effet immédiat. Pas de signature, pas de mémo RH, juste un avis d'expulsion à peine voilé. Je suis resté là pendant exactement 3 minutes, assez longtemps pour voir Nicolas arriver avec une boisson sophistiquée, me faire des signes de doigts comme s'il auditionnait pour une vidéo TikTok, et jeter son sac à dos de marque dans le fauteuil que j'avais occupé pendant plus d'une décennie. Alors, j'ai emballé un carton, sans drame ni larmes, j'ai décroché la photo de mon chien, débranché mes 2 écrans, laissé tous les classeurs de conformité sur l'étagère. Il ne saurait de toute façon pas quoi en faire et je suis sorti. Ce que personne chez Techflow ne réalisait, ni Nicolas, ni son père, ni personne au service juridique, c'était que mon bureau n'était pas juste une pièce avec une lumière décente. Cet espace était le point d'accès pour chaque fournisseur actif sous contrat. Chaque piste d'audit de conformité que nous étions tenus de maintenir, et chaque système réglementaire qui nous évitait d'être condamnés à la faillite. Et voici le point crucial, ils ne le savaient vraiment pas. Rien de tout cela n'appartenait réellement à Techflow. Il y a 4 ans, alors que nos systèmes de conformité des fournisseurs s'effondraient après une série d'acquisitions précipitées, j'avais proposé une solution externe. J'avais géré toute l'infrastructure de conformité via ma propre société, Phillips Compliance Solutions. Plus flexible, une meilleure couverture d'audit, moins de goulot d'étranglement interne. Ils ont approuvé en 2 réunions et m'ont donné une autonomie totale. Pourquoi? Parce que personne d'autre ne voulait gérer les maux de tête réglementaires et les cauchemars de gestion des fournisseurs. Ils étaient heureux de tout refiler au type de l'infrastructure et de l'oublier. La structure des pénalités était simple mais brutale, 15 000 $ par jour d'interruption de service, plus une augmentation exponentielle pour chaque jour
supplémentaire de non-conformité. Sur 10 jours, ce calcul devenait très vite moche. 150 000 $ de base, plus des multiplicateurs progressifs qui pouvaient atteindre 3,8 millions de dollars si vous laissiez traîner assez longtemps. Alors, quand j'ai quitté cette pièce, je n'ai pas seulement laissé derrière moi un bureau et une chaise. J'ai laissé le terminal d'accès pour un système de conformité entièrement intégré, loué via ma société, personnellement crypté, personnellement géré, et surtout, ne faisant pas partie de l'infrastructure directe de Techflow. Nicolas ne savait rien de tout ça. Il voulait juste la vue. Le lendemain du jour où Nicolas a réclamé mon bureau, comme s'il surclassait sa chambre d'hôtel, j'ai commencé à travailler depuis chez moi de façon permanente. Il n'y a pas eu de grands adieux, pas de confrontation dramatique avec les RH, juste le clic discret de mes écrans qui s'éteignait et le son de son enceinte Bluetooth qui crépitait alors que je me dirigeais vers la sortie. Il écoutait déjà une playlist de musique lofi comme s'il avait inventé la musique de productivité. Ce post-it était toujours sur mon bureau quand je suis parti. Pas d'en-tête, pas d'explication, juste une écriture griffonnée qui disait « Vous avez été réassigné en hybride avec effet immédiat », comme si quelqu'un était embarrassé d'assumer la décision, mais pas assez pour ne pas la prendre. C'est ainsi qu'ils opèrent chez Techflow. Si vous êtes bruyant et médiocre avec le bon nom de famille, vous obtenez un bureau d'angle. Si vous êtes discret et essentiel, on vous déplace comme un meuble de bureau. J'ai conduit jusqu'à chez moi dans un silence total. Je n'ai même pas allumé la radio. J'ai juste laissé le bourdonnement de l'autoroute me rappeler que personne là-bas ne comprenait vraiment à quel point leur système était fragile, ou à quel point il dépendait de mains invisibles pour maintenir le tout en état de marche. Mon ex-femme disait toujours que j'étais trop méthodique pour mon propre bien. C'est probablement pour ça que notre mariage n'a pas survécu à mes années dans la marine. Mais cette nature méthodique m'avait bien servi. J'avais appris très tôt que les meilleurs systèmes sont ceux auxquels personne ne pense jusqu'à ce qu'ils cessent de fonctionner. Quand je suis arrivé chez moi, j'avais déjà activé le point d'accès de secours. Voyez-vous, quand j'ai proposé Philips Compliance Solutions il y a 4 ans, je n'ai pas seulement offert un service. J'ai offert la fiabilité. Chaque relation fournisseur, chaque journal de conformité, chaque renouvellement de licence tiers, même le pipeline de rapports réglementaires, tout était acheminé via un terminal géré, hébergé sur site chez Techflow. Ce terminal était le mien. La pile logicielle était la mienne. Les clés de cryptage étaient enregistrées au nom de la fiducie privée de ma société. Certes, il payait les frais mensuels. Mais l'accord juridique était clair comme de l'eau de roche. Le point d'accès ne pouvait être ni déplacé, ni réassigné, ni modifié sans le consentement écrit des deux parties. Et devinez qu'ils n'ont jamais pris la peine de consulter. Quand Nicolas a décidé qu'il préférait ma fenêtre orientée ouest à son box au sous-sol, de l'autre côté du couloir, ils ont pensé que « hybride » signifiait que je flotterais simplement entre le bureau et chez moi, comme un consultant sur appel. Ils n'avaient pas réalisé que j'étais réellement parti. Jeudi, un gamin des opérations m'a envoyé un message sur Slack, et, question rapide. Sais-tu pourquoi la console fournisseur ne se charge pas? Je l'ai ignoré. Quelques heures plus tard, le même gars a envoyé un message de suivi. Nicolas demande si tu peux envoyer les nouveaux rapports de conformité. Nous en avons besoin pour la mise à jour trimestrielle. Je n'ai pas répondu, car il n'y avait aucun nouveau rapport. Le flux d'exportation qu'il cherchait était lié directement à la console Philips Compliance, cryptée, programmée et déclenchée depuis le terminal qu'il venait de déconnecter. Dès que j'ai quitté ce bureau, ils avaient essentiellement débranché leur propre système de survie, silencieusement, sans le savoir, et maintenant il était là, à se demander pourquoi il ne pouvait plus respirer. À 17h47, Daniel m'a envoyé un email directement. Objet, petite faveur.
Salut John. Nicolas a mentionné quelques problèmes pour accéder à ton ancienne configuration. Peut-on obtenir les identifiants de connexion pour le poste de travail? Merci de ton aide. J'ai fixé l'écran un moment, puis j'ai tapé une seule phrase. Ce poste de travail n'est pas la propriété de Techflow. C'est un actif de Philips Compliance Solutions selon notre accord de licence. Pas de smiley, pas de langage adoucissant, juste la vérité. Puis j'ai fermé mon ordinateur. Pas de panique, pas de rage, juste une satisfaction tranquille, car j'avais déjà réacheminé tout le système de contrôle vers mon serveur personnel. Les mêmes protocoles, les mêmes journaux, la même supervision, juste sans accès pour eux. À moins, bien sûr, qu'ils ne veuillent s'asseoir, sortir le contrat et commencer à prendre les choses au sérieux. Mais nous savions tous les deux qu'ils ne le feraient pas. Pas encore. Ils pensaient toujours que je bluffais. Ils pensaient toujours qu'il s'agissait de sentiments blessés à cause d'un bureau. Au 3e jour, les plantes dans mon bureau à domicile semblaient plus en bonne santé que l'équipe de direction de Techflow. Cela a commencé par un autre message Slack informel de Timothy Brox, aux opérations. Il était l'un des rares à m'avoir toujours traité comme plus qu'un simple exécutant. Son message a surgi à 11h42, et, question rapide. Peux-tu réactiver la console fournisseur? Nicolas dit qu'il ne trouve les journaux de conformité nulle part. Peut-être que l'ancien système a besoin d'un rafraîchissement. Je l'ai lu 2 fois. Une fois pour les mots, une fois pour l'insulte. L'ancien système, n'est-ce pas? Je n'étais pas leur support informatique. Je n'étais pas leur stagiaire en conformité. J'étais l'épine dorsale de l'infrastructure qu'ils venaient d'essayer d'arracher d'un système vivant. Et maintenant, ils étaient surpris que ça ne bouge plus. À 14h30, le pipeline SOC2 a échoué. Je l'ai su parce que mon téléphone a vibré. Pas le leur. À 15h07, quelqu'un du service juridique a ouvert notre accord. Philips Compliance dans le dossier partagé. J'avais toujours les notifications activées. À 16h18, Nicolas a posté un message très professionnel sur le canal Slack de conformité, disant qu'ils optimisaient les flux de travail internes en raison de quelques problèmes de système hérités. Des problèmes de système hérités. Dieu me vienne en aide. Puis, à 17h47, Daniel m'a enfin envoyé un email à nouveau. Objet, demande d'accès. Salut John, Nicolas a mentionné qu'il y a une connexion à ton ancien terminal qui bloque certains accès. Pourrions-nous avoir les identifiants du poste pour le flux d'audit? Merci de ton soutien. Pas de bonjour, pas des, espère que tu vas bien. Juste ce ton corporatif plat qu'ils utilisent quand ils pensent encore être aux commandes. J'ai répondu 5 minutes plus tard, salut Daniel. Le poste de travail en question n'est pas une propriété de Techflow. C'est une interface Philips Compliance Solutions, régie par les dispositions d'hébergement des fournisseurs dans notre accord. Toutes les demandes d'accès ou de modification doivent être soumises via le processus de liaison avec le fournisseur autorisé, comme indiqué à l'annexe D. Cordialement, John. Puis j'ai éteint l'ordinateur et je me suis préparé un sandwich, laissant le son du silence absolu remplir la pièce. Parce que cette réponse n'était pas juste un email. C'était un miroir tenu droit devant leur visage suffisant et négligent. Pour la première fois, ils devaient le voir. Je ne faisais pas partie de leur machine. J'étais la machine. Et ils m'avaient viré du bâtiment en pensant que je laisserais mon pouvoir derrière moi. Il y a 4 ans, Techflow se noyait sous les signaux d'alarme. La conformité des fournisseurs s'effondrait sous le poids de sa propre négligence, audits échoués, certificats expirés, pistes de données illisibles. Le conseil d'administration voulait des délais plus rapides. Le service juridique voulait moins de responsabilités, et les cadres voulaient juste que quelqu'un d'autre s'en occupe. Alors, j'ai levé la main, non pas pour les
Sauver, mais pour construire quelque chose qu'il ne pourrait pas gâcher sans me gâcher en retour d'abord. J'ai proposé une restructuration complète. Nous externaliserions la conformité de l'infrastructure via mon LLC pour que Techflow puisse rester agile sans risquer des amendes réglementaires. Je gérerai les licences tierces, l'intégration des systèmes et la continuité de l'audit. Ils obtiendraient un accord fournisseur propre, et je conserverai l'autorité juridique sur le terminal de contrôle. Le service juridique a survolé la proposition, a donné le feu vert standard et l'a classé sans un second regard. Daniel l'a signé lui-même après avoir plaisanté, tant que cela garde les auditeurs loin de mon dos, et c'est ce que ça a fait. Philips Compliance a fonctionné tranquillement en arrière-plan. Pendant 4 années solides. Jamais une revue échouée, jamais un export manquant. Ce poste de travail élégant qu'il prenait pour une simple décoration de bureau était la passerelle. Pas une passerelle, la passerelle. Chaque audit signalé transitait par ce terminal. Chaque poignée de main avec un fournisseur passait par mes clés de cryptage liées à ce matériel spécifique, dans cet emplacement spécifique, et enterré dans la section 5.3b, niché à mi-chemin de l'accord d'hébergement. Fournisseur. Pas en gras, pas en surbrillance, juste là, attendant. Le déplacement physique du terminal d'accès constitue une rupture de contrat. Sauf autorisation écrite du fournisseur. Une phrase simple, des conséquences massives. Et personne n'avait jamais pris la peine de lire après la page de signature. Je veux dire, pourquoi l'aurait-il fait? C'était mon contrat, mon logiciel, ma responsabilité. Tout ce qu'ils avaient à faire était de me laisser m'asseoir dans cette pièce et de garder les lumières allumées. Mais ensuite, Nicolas a décidé qu'il voulait un meilleur éclairage et Daniel, jouant le père attentionné, le lui a laissé. Sans jamais penser que ce bureau n'était pas juste un avantage en nature, c'était un pivot de l'infrastructure. Dès que j'ai été réassigné, cette clause s'est activée. Techniquement, cela leur donnait 10 jours pour notifier Philips Compliance et soumettre une demande de relocalisation. Mais comme je n'ai pas été notifié du tout, aucun email, aucun formulaire, juste ce post-it passif-agressif, la fenêtre s'est refermée avant même qu'il ne réalise qu'elle était ouverte. Et maintenant, chaque jour où il retardait, la pénalité de rupture s'accumulait silencieusement. Le taux journalier de 15 000 $ semblait raisonnable quand nous l'avions négocié il y a 4 ans, juste assez pour garantir qu'il prendrait les relocalisations au sérieux, mais la structure des multiplicateurs progressifs signifiait qu'au jour 10, nous serions confrontés à de l'argent sérieux. Jour 15, territoire de crise d'entreprise. J'avais le sentiment que le service juridique commençait à devenir très familier avec ce document, page par page. Douloureuse. Pendant ce temps, Nicolas continuait de faire les 100 pas dans mon ancien bureau, regardant ses tableaux de bord chargés des écrans vides. Probablement en train d'essayer de redémarrer des systèmes qui n'étaient même plus dans le bâtiment. Le pauvre gars ne savait pas que le terminal d'accès était équipé d'un géoblocage. Même s'il clonait toute l'installation, le système rejette le tout à moins que je n'approuve personnellement le nouvel emplacement physique, ce que je ne ferai pas. J'avais construit Philips Compliance pour une raison, travailler parfaitement, en toute sécurité, et à mes conditions, et ils avaient brisé les 3. Ils pensaient avoir déplacé un employé d'âge moyen vers un statut de télétravail. Ce qu'ils avaient fait en réalité, c'était rompre un contrat de fournisseur. Perdre l'accès opérationnel et déclencher un compte à rebours sur un désastre de conformité. Tout ça pour une meilleure vue. Au 5e jour, les fissures n'étaient plus subtiles. Techflow fonctionnait sur les apparences, les emails polis, les titres de poste gonflés, les photos de collaboration mises en scène. Devant des tableaux blancs sur lesquels personne n'avait rien écrit depuis le trimestre dernier. Mais sous tout ce vernis, il y avait un backend nerveux et instable, maintenu par plus d'intégration de fournisseurs que n'importe lequel d'entre eux ne pouvait suivre.
Et devinez qui détenait les clés de chacune d'elles? Pas le chef de la stratégie de croissance qui, actuellement, cherchait sur Google. C'est quoi un certificat SSL depuis mon ancien fauteuil? Le premier signe avant-coureur a été l'export SOC2. Il était du mardi matin. Routinier, automatisé, chronométré à la seconde près, mais il ne sait pas déclencher. Nicolas a envoyé un message Slack enjoué aux opérations. Quelqu'un a une idée pourquoi notre export n'a pas atteint le dossier partagé? Encore? Peut-être juste besoin d'un redémarrage. Ce n'était pas un problème de redémarrage. L'export automatisé dépendait d'un déclencheur préauthentifié qui passait par ma console. Un déclencheur qui ne s'activait qu'à partir d'une adresse IP spécifique, celle qu'ils ont déconnectée quand ils m'ont expulsé. Ensuite sont venus les rapports d'attestation des fournisseurs. Techflow avait 8 fournisseurs à haut risque, tous nécessitant des vérifications mensuelles de conformité. Normalement, un clic dans ma console et Philips Compliance récupérait les attestations en direct depuis le nœud de chaque fournisseur. Transparent, auditable, vérifié. Maintenant, cette console aurait tout aussi bien pu être un document Word vide. Même la ligne d'éthique interne, vous savez. Celle que Techflow aimait mettre en avant sur sa page, à propos, était en panne. Elle transitait par un portail sécurisé hébergé par l'environnement cloud de ma société. Mais sans le bon échange d'authentification, elle passait par défaut sur une redirection sans issue générique. Jennifer Collins, DRH, a déposé un ticket parce que tout ce qu'elle pouvait voir était une boîte grise disant « Cette ressource n'est plus disponible ». Jeudi, le canal Slack pour les urgences informatiques uniquement s'illuminait. Comme Times Square. Un ingénieur a posté « Quelqu'un d'autre voit des échecs de connexion en essayant d'atteindre le portail d'audit ?» Un autre a ajouté « La console de conformité n'accepte pas les identifiants. Impossible même de pinger l'ancien terminal. » Et puis, parce que la panique trouve toujours là personne la plus ignorante pour l'amplifier, Nicolas a autorisé un rafraîchissement complet du système, il a effacé les identifiants mis en cache. Réinitialisé les priorités réseau. Essayé de rétablir les droits d'administration sur un système qu'il ne comprenait pas. C'était comme regarder un tout petit faire une crise de colère aux commandes d'un 747. L'équipe informatique n'a même pas pris la peine d'enrober son rapport. Constat principal, la console de conformité ne résout pas le tunnel. Fournisseur est hors ligne. L'authentification IP ne correspond pas à l'interface autorisée. Statut, irrécupérable sans intervention du fournisseur. C'est là que les appels ont commencé. Le service juridique m'a envoyé 3 messages. Pas d'objet, pas de contenu, juste « appelle-moi dès que possible ». La directrice financière a laissé un message vocal. Elle semblait calme, mais j'entendais le tintement d'un verre de vin en arrière-plan, comme si elle essayait de ralentir la chute libre avec du cabernet et les doigts croisés. Il n'avait toujours pas compris. Le système n'était pas tombé en panne. Il l'avait débranché. Et maintenant, toute l'entreprise haletait à travers une canalisation sectionnée, essayant de rafistoler des tableaux de bord qui dépendaient d'identifiants qui n'étaient plus valides, de systèmes qui n'étaient plus autorisés, de flux de travail qui n'étaient plus accessibles. Chaque échec, chaque écran vide, chaque lien mort remontait à une seule décision. Nicolas voulait une meilleure vue. Et pour cela, Techflow a perdu ses poumons opérationnels. Lundi matin, le mot « audit » avait enfin griffé son chemin jusque dans la salle du conseil. L'examen réglementaire était prévu dans moins de 2 semaines. Rien d'exotique, juste une inspection de conformité standard par un tiers, lié à l'infrastructure fournisseur que nous avions mise à l'échelle au cours des 4 dernières années. Dans des conditions normales, mon système gérait cela automatiquement. Nous avions intégré des redondances dans chaque cycle d'exportation, sécurité
Drapeau de vérification en temps réel. Mais avec le terminal principal sectionné et aucun identifiant autorisé pour la rentrée, Techflown avec eux. 2 options, réparer ou faire face aux pénalités. Et, réparer, n'était plus sur la table. À 9h18, le service juridique a demandé une revue interne. Pas un mémo, une revue, comme si plusieurs partenaires de leur conseil externe étaient mis dans la boucle. L'un d'eux a imprimé notre contrat Philips Compliance et a commencé à surligner des clauses comme si sa vie en dépendait. Daniel, toujours l'image même du contrôle, faisait les 100 pas dans la salle de conférence en tenant ses lunettes de lecture comme des perles de chapelet. Ne peut-on pas simplement réassigner l'accès, a-t-il demandé, essayant de paraître confiant. Comme s'il s'agissait de réinitialiser un mot de passe. L'un des analystes juridiques senior n'a même pas levé les yeux de son surligneur. Seul le fournisseur officiel peut initier le transfert d'identifiant. Daniel a fait une pause. Eh bien, contactons-le. Le service juridique n'a toujours pas levé les yeux. Nous avons dépassé le seuil de rupture jeudi. C'est le moment où le stylo de Jennifer a glissé de sa main. Attendez, quel seuil a-t-elle demandé, se redressant soudainement. Section 7.2 de l'accord Philips. Compliance. En cas de relocalisation non autorisée du matériel ou de contournement administratif, un délai de grâce de 10 jours civils est accordé. Pour remédier à la rupture par consentement écrit mutuel. Le non-respect de cette condition déclenche l'application des pénalités telles que définies à l'annexe D, 10 jours, a continué l'analyste, pas des jours ouvrés, des jours civils. Daniel a passé la main dans ce qu'il restait de ses cheveux. Eh bien, il nous reste encore du temps, n'est-ce pas? Le service juridique a enfin levé les yeux. Non. Le compte à rebours a commencé lorsque son terminal d'accès a été réassigné. C'était vendredi matin dernier. À 9h18 aujourd'hui. Nous sommes en statut de pénalité. On pouvait entendre la salle du conseil aspirer tout l'air du couloir. À 14h30, le conseil a convoqué une session d'urgence. Nicolas n'était pas invité. Au lieu de cela, le directeur des opérations a fait une présentation sombre, passant en revue les dégâts, 4 pistes d'audit incomplètes, 2 renouvellements de fournisseurs non conformes. Et un export SOC2 bloqué, déjà signalé par un client majeur. Chaque diapositive se terminait de la même manière, cause racine. Déplacement du terminal. La diapositive finale était une copie numérisée de la section 5.3b. La clause de rupture agrandie et surlignée en jaune. Daniel a essayé de balayer cela d'un geste. Ce n'est que procédural. Il reviendra dès qu'on lui proposera quelque chose de raisonnable. Mais le conseil n'acquiesçait pas, parce que ce que Nicolas avait fait n'était pas une erreur de politique. C'était marcher sur une mine juridique. Jennifer a fermé son dossier lentement. Qui a approuvé la réassignation du bureau? Silence. Daniel a essayé de parler, puis s'est arrêté. Sa main a flotté en l'air comme s'il était sur le point d'attraper quelque chose qui tombait. Finalement, il a murmuré, c'était informel. Nous ne sommes pas passés par les canaux officiels. Bien sûr qu'ils ne l'ont pas fait. Parce que pour eux, je n'avais jamais été un fournisseur. J'étais juste le type qui gérait les trucs de conformité. Celui qui n'interrompait pas les réunions, ne demandait pas de reconnaissance, ne postait pas de victoire sur LinkedIn et ne faisait pas de lobbying pour des titres de direction. Ils ne me voyaient pas. Pas quand j'ai reconstruit leur colonne vertébrale de conformité. Pas quand j'ai routé un système d'audit défaillant via un cadre personnalisé. Et certainement pas quand ils ont donné mon bureau au fils du PDG sans même une conversation. Mais maintenant, ils voyaient le contrat. Maintenant, ils me voyaient non pas comme un employé, non pas comme un problème, mais comme l'autorité qu'ils ne contrôlaient plus.
Le premier appel est arrivé à 7h41. Je l'ai laissé sonner. Jusqu'à ce qu'il meure dans le silence. Aucun message vocal. Le deuxième est arrivé à 8h12. Nicolas cette fois. Il a laissé un message, sa voix essayant d'équilibrer charme et désespoir. Comme si, peut-être, s'il disait assez de fois, collaborer, j'oublierais que j'avais un avocat. Et John, juste pour faire le point. Je pense qu'on a eu des malentendus avec toute cette situation de bureau. C'est entièrement de ma faute. Juste essayer de faire fonctionner les choses en douceur à nouveau. Rappelle-moi. Quand tu auras une chance. Il sonnait comme un homme toujours convaincu qu'il s'agissait d'un litige sur une place de parking. Le troisième appel est arrivé. À 9h03. Sonnerie courte, pas de message. Puis enfin, à 9h45, Daniel a envoyé un email. Objet, reconnectons-nous. John, nous avons peut-être mal compris certains termes concernant le cadre Philips Compliance. Il serait utile de se réaligner et d'assurer une valeur mutuelle. Je suis heureux de planifier un moment pour se reconnecter et trouver une voie collaborative à suivre. Je n'ai pas répondu. Je l'ai transféré à mon avocate. Elle attendait. À midi, sa réponse était livrée directement à l'équipe juridique de Techflow avec une copie à Daniel et Jennifer. Je n'ai jamais vu le visage de Daniel quand il a ouvert ce PDF, mais j'aime imaginer que c'était un effondrement lent, le genre où vous relisez la même ligne 3 fois en espérant qu'elle ne dit pas ce que vous pensez qu'elle dit. Extrait de la réponse, conformément à la clause 7.2 et à l'annexe D2. L'accord fournisseur Philips Compliance, la pénalité pour rupture du haut déplacement non autorisé du terminal a été déclenché sur la base de la rétroactivité définie par le contrat et de la régularisation du taux journalier. La responsabilité exceptionnelle actuelle, à ce jour, totalise 3,8 millions de dollars. Il n'y avait aucune marge de manœuvre, aucune clause, oups, je ne savais pas que ton bureau avait une bombe de conformité en dessous. Juste 3,8 millions de dollars. Verrouillé, rétroactif, exécutoire. À 15h, le Conseil avait voté. Nicolas a été placé en suspension immédiate dans l'attente d'une revue interne complète. La nouvelle a filtré dans le bâtiment comme de l'eau sous une porte. Quelques personnes ont essayé de m'envoyer des textos. Et, qu'est-ce qui se passe avec Nicolas? C'est vrai? Tu vas bien? Je n'ai pas répondu à cela non plus. Le lendemain matin, Daniel a pris contact à nouveau. Plus de vantardise cette fois. Plus de chaleur feinte. Juste un message propre et neutre. Seriez-vous ouvert à un retour collaboratif selon des termes révisés? Comme moyen de réparer la relation et de reconstruire la confiance. Il a appelé cela « collaboratif ». Je savais ce que c'était vraiment. Il voulait que les dégâts s'arrêtent, que l'horloge des pénalités se fige, que les journaux d'audit se régénèrent, que les systèmes reviennent à la vie avant que leur cycle de financement du T4 ne se transforme en autopsie. Mon avocate a répondu par une seule ligne, à ce jour. Monsieur Philips n'envisage pas de réintégration. Pas de colère, pas de jubilation. Juste un refus structuré. Ils avaient confié mon bureau à un gars qui ne connaissait pas la différence entre un tunnel VPN et un fil de discussion Slack. Maintenant, ils voulaient ma signature selon leurs conditions. Ils devront se contenter de mon silence. 3 semaines plus tard, ils ont enfin arrêté de faire semblant. Le conseil a signé un contrat de réintégration des fournisseurs. Discrètement, aucune annonce. Philips Compliance était maintenant classé comme un fournisseur Criticor. Site, niché soigneusement entre leur équipe de reprise après sinistre cloudé. La firme de cybersécurité qu'ils n'appelaient qu'après des brèches. Mon LLC était passé d'une bizarrerie interne à une nécessité externe. Sur le papier, je n'étais plus un ancien employé.
J'étais de l'infrastructure. Le nouveau contrat était propre, serré, exécutoire. Tout ce que l'ancien était, sauf que maintenant il savait exactement ce que signifiait chaque clause, surtout celle que le service juridique a gravée dans la pierre. Le terminal principal de Philips Compliance restera dans sa configuration d'origine. L'accès physique, les modifications ou la relocalisation doivent être autorisées par un consentement écrit à double signature. Traduction, ne le touchez pas. Ne le déplacez pas. Ne respirez même pas dessus à moins que vous ne vouliez un autre procès. Pendant ce temps, mon ancien bureau, celui avec la vue que Nicolas aimait, reste vide. La porte vitrée a toujours les traces de doigts de son dernier jour. L'écran sur l'ancien poste de travail clignote en veille silencieuse, attendant une clé d'authentification qui n'arrive pas. Ils ne l'ont assigné à personne d'autre. Ils ne le pouvaient pas. Les RH ont évoqué l'idée de le convertir en espace de réunion. Le service juridique l'a fait capoter avant que le mémo ne quitte le stade de brouillon. Finalement, le service juridique a ordonné que la porte soit entièrement verrouillée. Pas repeinte, pas réutilisée, juste verrouillée. Les gens ont commencé à l'appeler la pièce, comme si la nommer pouvait réveiller quelque chose. Je ne suis jamais retourné. Pas par rancune, par principe. Les systèmes fonctionnent à nouveau. Les journaux d'audit circulent proprement. La conformité SOC2 est corrigée. Les attestations des fournisseurs sont restaurées. Même le portail d'éthique est en ligne. Ma console communique avec mon serveur domestique comme si rien n'était arrivé. À l'extérieur, Techflow est opérationnel, mais la relation est morte. Ils ne se sont pas excusés. Ils ont révisé. Ils ne m'ont pas invité à revenir. Ils ont signé un contrat, et ça me va très bien. Chaque mardi à 2h30 du matin pile, la console dans mon bureau à domicile s'allume juste une fois. Aucune alerte, aucun bourdonnement. Aucun effet sonore dramatique, juste un léger scintillement alors que le processus crypté de Philips Compliance initie sa poignée de main programmée avec les serveurs de Techflow. Une seule ligne défile dans le journal, identifiant confirmé. Flux d'audit actif. C'est tout. Pas de réunion, pas de fil de discussion Slack, pas de cadres moyens arrogants essayant d'expliquer des choses qu'ils ne comprennent pas. Juste une continuité calme et précise, signée, certifiée et acheminée. Depuis une machine à des kilomètres du bureau où je ne mets plus les pieds. Et chaque semaine, ils dépendent de cette poignée de main. Ce n'est pas optionnel, ce n'est pas remplaçable, ce n'est pas quelque chose qu'une nouvelle recrue peut trouver via Google. Le système fonctionne parce que je l'autorise. Ils ont essayé de m'effacer, à la place, ils m'ont intégré. Maintenant, je vis dans le pouls de leur système. Pas sur leur masse salariale. Pas sur leur organigramme, mais dans chaque flux d'audit automatisé, dans chaque revue de conformité réussie, dans chaque cadre qui hésite avant de déplacer quelqu'un sans lire les petits caractères. Ils ont donné mon bureau. Ils ont perdu le contrôle de tout ce qui allait avec. Et chaque mardi à 2h30 du matin, le système leur rappelle doucement, mécaniquement, sans fanfare, que je suis toujours là. Pas dans le bâtiment, mais exactement là où je dois être.